Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle étape de cette Vuelta. Et aujourd'hui, étape numéro 7, une étape qui paraît plus simple qu'elle n'y paraît. Ça sera le petit dicton du jour. Une étape où on verra que, oui, malgré un dénivelé positif qui fait pas si peur que ça, on a quand même une difficulté en plein milieu, qui ne sera certainement pas suffisante pour les leaders du général, mais qui pourrait engendrer des problèmes pour certains coureurs rapides. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, si vous avez déjà compris ce que je viens de dire il y a 10 secondes avec réagir dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas à me marquer vos favoris pour cette étape et votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification et que vous regardez les vidéos juste après leur sortie, eh bien je vous remercie parce que ça permet de mettre en avant le contenu dans l'algorithme YouTube. Et puis si vous voulez me soutenir également et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font, mais surtout si vous avez les moyens, ne faites pas ça si vous n'avez pas les moyens. N'engagez pas à donner de l'argent dans tous les sens. Bon, étape numéro 7. Oui, étape qui paraît plus simple qu'elle n'est dans la réalité, très clairement, parce que, bon, dénivelé positif aujourd'hui, 1943 mètres. C'est la 18e étape dans ce classement, donc c'est 300 mètres de plus que l'étape de Séville. Vous dites, l'étape de Séville, on s'est emmerdé, c'était vraiment pas très compliqué. Donc là, l'étape, ça va être un petit peu la même chose. Sauf qu'il faut prendre en compte que les 140 premiers kilomètres sont plutôt descendants. C'est-à-dire que dans ces 1943 mètres-là, eh bien, il y en a quand même au moins 600 ou 700 qui sont répartis dans les 300 des 40 derniers kilomètres, dans la dernière heure de course. Notamment avec une montée où on aura un passage à 14%. Et oui, alors certes, c'est 1 km très dur, c'est une montée qui est de deuxième catégorie, mais ça démontre bien que ça va être un petit peu atypique. Et puis en plus, ça descendra pas tout de suite après la montée. Il y a un petit plateau, et vous savez que dans ce genre de situation, eh bien, c'est toujours dur de contrôler la course, et c'est parfois plus compliqué sur le plat que sur la montée en elle-même, parce qu'il faut réussir à remettre du braquet, à retrouver de la puissance, alors que vous êtes parfois très haut au niveau cardiaque, donc des fois ça vous tue les jambes, parce que les coureurs qui sont en capacité de remettre du braquet, bah, c'est les coureurs qui seront un petit peu plus frais que vous et qui ne se seront pas autant entamés dans la montée que vous. Donc ça risque déjà d'être la grosse bagarre avant le pied de cette difficulté, en sachant qu'en plus il y aura un sprint intermédiaire, donc à une dizaine de kilomètres avant, en moins de 10 kilomètres avant, il y aura un sprint intermédiaire, donc ça va être déjà la bagarre à ce moment-là. Plus la montée, ça va certainement faire exploser des coureurs, mais ça pourrait aussi permettre à des contre-attaquants de partir, parce que si tout le monde se regarde un petit peu, eh bien ça peut permettre à des coureurs de ressortir, parce que qui arrivera à contrôler sur la dernière partie de course, c'est un petit peu la grande question qu'on peut se poser. Allez, on regarde tout de suite le profil du parcours. Suite de ce voyage en Andalousie avec cette étape numéro 7 entre Archidona et Cordoba. 181 km, et ça va pas être de la tarte cette journée entre Archidona et Cordoba, parce que certes le dénivelé positif pouvait faire penser que l'étape est pas très compliquée et qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf qu'il y aura cette fameuse difficulté que l'on prendra, l'Alto del 14%, je ne sais pas comment on le prononce en espagnol, je rappelle que j'ai fait allemand LV2. Début de journée plutôt en descente, c'est vrai, sur ces 140 premiers kilomètres. Je pense pas qu'on aura une grosse bagarre pour aller prendre l'échappée, déjà parce qu'il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent et que la probabilité d'arriver en tête au sommet de deuxième catégorie est extrêmement faible. On passera par Lucena, par Montilla, par Santa Cruz. Il y a parfois des zones, encore une fois, où il y aura assez peu de villes, de villages pendant quelques dizaines de kilomètres. Et puis on arrive, premier passage à Cordoba, sprint intermédiaire au kilomètre 141,5. Alors pour moi, ce n'est pas je crois que ce n'est pas un circuit, j'ai oublié de vérifier. Et bien entendu, je n'ai pas la carte parce que je me suis trompé, c'était pas ça que je voulais en plus vous afficher. Donc, mais pour moi, c'est pas.
c'est pas un circuit pour moi, mais pour moi, on va rentrer une première fois dans Cordoba, mais il n'y aura pas une boucle. Pour moi, autour de Cordoba, et pourtant, ça ressemble à une boucle, je crois, mais c'est pas totalement une boucle. Enfin, voilà. On passe quand même deux fois du côté de Cordoba. Et puis, donc, cet alto d'elle 14%, 7 km 4 à 5,6 de moyenne. Sprint bonification, deuxième catégorie. 14%, pourquoi? Parce que c'est le maximum de la montée. Ça sera entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Pendant un kilomètre, on sera à 11,6% de moyenne. C'est là où il y aura le pic à 14%. Auparavant, la montée est raisonnable, on va dire. On sera à 6,4 entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. Donc voilà, vous voyez, c'est assez raisonnable. Mais cette dernière rampe va faire extrêmement mal, notamment aux sprinteurs. Ça pourrait peut-être envisager être un avantage pour certains coureurs. Et puis, est-ce que des leaders tenteront leur chance? Je ne pense pas, mais bon, on peut toujours rêver. Et puis, on passera à la Medina Azahara avant d'arriver à Cordoba. On regarde tout de suite le final au niveau technique. Vous voyez, c'est pas catastrophique du tout, hein. Sur les 5 derniers kilomètres, il y aura un virage au kilomètre 3, un virage sur la gauche, sur une grande place, ici, et puis ensuite il y aura un rond-point qu'il faudra complètement contourner, donc deuxième virage important sur la gauche. Là on sera à peu près à 1 km 2, 1 km 3 de l'arrivée, avant la dernière ligne droite qui est en fait une ligne droite en courbe, c'est-à-dire qu'on verra vraiment le final à 250 mètres, 300 mètres de l'arrivée. Donc pour déclencher son sprint, c'est presque un déclenchement à l'aveugle. C'est en léger faux plat montant sur la fin, mais vraiment léger, hein. Ça doit être 1%, 2% de déclivité dans le dernier kilomètre. Mais voilà, la particularité, c'est ce virage, cette grande courbe, ce qui fait qu'on lance quasiment à l'aveugle. Et il faudra bien peut-être choisir sa trajectoire pour lancer le plus correctement du monde. Du côté du vent sur cette étape, et du côté surtout de la météo, on aura un grand soleil. 33-35 degrés, hein, la température qui remonte de nouveau. On devra atteindre des fortes températures samedi, dimanche, avec un vent d'ouest à nord-ouest qui sera entre 15 et 30 km/h, donc un vent plutôt légèrement de côté, hein, parce qu'un vent d'ouest ça tape comme ça, un vent de nord-ouest plutôt un peu de face, voilà, pour les coureurs sur cette étape. Un vent qui est quand même assez raisonnable, hein, entre 15 et 30 km/h. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. Du côté de l'histoire de la Vuelta, eh bien, on part de Archidona. Archidona qui n'a jamais vu la Vuelta. La seule course qui est passée par Archidona, c'est la deuxième étape du Tour d'Andalousie. C'était en 2022 à l'époque, cette étape qui partait déjà d'Archidona pour aller à Alcalá la Real. C'était 160 km. Cette étape avait été remportée par Alessandro Covi, qui était parti à 500 mètres de l'arrivée devant Miguel André Lopez et Ivan Sosa. Jack Haig et Steph Kras avaient complété le top 5. Du côté de l'Alto del Cartorche Porciento, le taux des 14%. Eh bien, c'est déjà une montée qui a connu le Tour d'Espagne à 3 reprises. Ça sera la 4e reprise désormais. En 2011, cette montée, qui était déjà avant l'arrivée à Cordoba, avait permis à Peter Sagan de s'imposer devant Pablo Lastras, Valerio Annaioli et Vincenzo Nibali. Ça devait peut-être même être la première victoire d'étape de Sagan sur le Tour d'Espagne. Est-ce que c'était pas même la première victoire de Sagan d'étape sur un grand tour en 2011? Oui, tout à fait. C'était sa première... c'était le Tour d'Espagne 2011, c'était la première fois qu'il gagnait des étapes. Et ça devait être sa première victoire, oui. Parce que Sagan avait gagné l'étape 21, l'étape 6 et l'étape 12. Donc là, on était sur l'étape 6. Donc c'était la première victoire de Peter Sagan sur une Vuelta et dans un grand tour. Donc voilà, il faut le souligner. David Moncoutier avait fini 9e. Sylvain Chavanel avait fini 10e de cette étape. À l'époque, Chavanel était maillot rouge, pour ceux qui s'en souviennent. Il a porté le maillot de leader de la Vuelta.
Ensuite, en 2014, on était sur l'étape numéro 4. Et là, cette fois-ci, on arrivait encore à Cordoba en partant de Séville. C'était le même profil d'étape, 1500 mètres de dénivelé positif. Et cette fois-ci, c'était De Genkolb qui s'était imposé devant Vicente Reines de Yam et Michael Matthews. Loïc Mondori avait pris la 7e place. Et puis, si on regarde en 2021, là on parlait de Rennes. Pour aller à Cordoba, l'étape était un petit peu plus compliquée. 2000 mètres de dénivelé positif, il y avait 2 côtes au programme. Et là, c'était Magnus Cort Nielsen qui s'était imposé devant Andrea Baggioli et Michael Matthews sur cette étape. Et puis donc à Cordoba, pas mal d'arrivées du côté de Cordoba, pas mal de vainqueurs. Donc Magnus Cort, Campenhart, c'était sur le Tour d'Andalousie comme Nasser Bouhanni. Donc on parlait de De Genkolb et Sagan, mais il y avait eu également Lars Boom en 2009, Tom Boonen en 2008. C'était à une époque vraiment une des étapes de sprinter sur les grands tours qu'il fallait aller chercher. C'est le 34e passage du Tour d'Espagne sur cette commune qui a également connu les championnats d'Espagne sur route. C'était en 1999 qui avait permis à André Luis Casero de s'imposer devant Roberto Heras et Joseba Bellocchi. Voilà, du côté de l'étape, de l'épreuve en ligne, et le chrono, quant à lui, avait été remporté par Santos González, voilà, devant Casero de nouveau, et Álvaro González de Galdeno, pas Igor. Sur cette course, je n'ai pas plus d'informations sur ces championnats d'Espagne en 99. Allez, on regarde tout de suite la rubrique Histoire. On va parler d'un coureur qui s'appelle José Recio Ariza, mais José Recio pour les intimes, on va dire, en course. Coureur cycliste des années 80 à début 90. Alors on parlait hier de la Kelmé, eh bien c'est aussi un coureur qui a connu la Kelmé, qui a même connu la structure amateur de la Kelmé, parce qu'il avait commencé professionnel en 1980, sauf que ça s'était moyennement passé, donc il repart chez les amateurs en 81 du côté de la Kelmé, qui lui fait confiance en 82, et là ça va être déjà le premier grand résultat de sa carrière avec une victoire d'étape sur la Vuelta en 1981. C'est ce qui va lui permettre un petit peu de lancer sa carrière. Sa grande saison à ce coureur-là, ça sera 85, parce qu'en 85, il remporte une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta, en sachant qu'il en aura 5 dans sa carrière, mais il en remportera même 2 sur cette journée-là. Et puis Pedro Delgado dira que ça a été un coureur important pour lui dans ce Tour d'Espagne, parce qu'il dit c'est en partant en échappée avec Pedro Delgado qu'il arrivera, le coureur espagnol, à renverser au classement général Robert Millar, qui à ce moment-là portait extrêmement bien ce maillot or de leader. Et puis on retrouve également des étapes sur le Tour de Catalogne, mais c'est aussi le début des problèmes. Le début du problème avec le dopage pour ce coureur, parce que c'est là où il est contrôlé positif à un test antidopage. Et en 85, pour être contrôlé positif et avoir des problèmes avec le dopage dans le cyclisme, c'est qu'il fallait vraiment y aller. Il va remporter une dernière étape en 86, et puis encore quelques résultats, mais ça commence à être de plus en plus compliqué, et puis il subit de plus en plus de contrôles positifs, notamment au Tour d'Aragon en 88, où il s'impose sur 2 étapes et il remporte le classement général, mais il va subir 2 contrôles à la testostérone lors de ce Tour d'Aragon et lors de Tour de Cantabrie. Et puis en 91, il arrête sa carrière sur cette fois-ci un contrôle positif à la cocaïne. Il a participé certes au Tour d'Italie et au Tour de France, mais jamais en ayant une grande réussite. C'est surtout sur le Tour d'Espagne qu'il a eu ses meilleurs résultats. Donc voilà, José Recio. Les favoris, la stratégie de cette étape, déjà avant les favoris, la stratégie, moi je vois un sprint, mais je vois pas un sprint avec par exemple Bittner ou Caden Groves. Je pense que c'est trop dur pour ces coureurs-là. Donc je vois un sprint où, pour y arriver au sprint, il faudra rouler toute la journée. Voilà, il faudra que
la Visma décide de rouler et de contrôler la course. Mais je vois pas une échappée aller au bout. Je vois potentiellement un groupe de contre si la Visma n'arrive pas à bloquer la course au sommet. Donc ça peut être une situation, mais je vois quand même plutôt la victoire au sprint d'un coureur. Donc je pense mes favoris, Van Aert. Van Aert, oui, sur ce type de parcours-là, c'est quand même le spécialiste. Donc pour moi, c'est lui qui peut être le meilleur. Je tente Stefan Kung, parce que pour moi, il passera la bosse, Stefan Kung. Et en cas de sprint, on a vu qu'il peut être performant. Alors de là à battre Van Aert, ça me semble compliqué, mais si Van Aert se rate, parce que là, s'il est le seul sprinter du groupe, il risque d'être attendu, et il risque peut-être d'avoir la pression, et peut-être de faire un petit peu n'importe quoi. Et puis je tente Skelmose. Pourquoi pas dans un sprint, mais s'il attaque de loin, Skelmose. Voilà, sur des passages à fort pourcentage, ça peut être un coureur dangereux. Dans un petit groupe avec Marc Solé, voilà, à 3 ou 4, on sait que c'est le plus rapide. Et puis en grosse cote, je tente Brian Cocard. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h10. Ancina Reales à 134 km de l'arrivée entre 14h25 et 14h30. Montilla à 89 km de l'arrivée entre 15h23 et 15h35. Le sprint intermédiaire à 39 km de l'arrivée entre 16h28 et 16h46 pour une arrivée prévue entre 17h20 et 17h42. Nous on se retrouvera pour faire le débrief de cette étape sur YouTube. Je ne sais pas s'il y aura un short parce qu'aujourd'hui je pensais que j'aurais le temps de faire un short et j'ai pas eu le temps. Mais on verra s'il y aura un short, s'il n'y aura pas de short, mais il y aura de toute manière un débrief de l'étape entre 21h et 22h demain soir. Ce soir, pardon, et puis n'hésitez pas, demain la présentation de l'étape de nouveau à 7h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao, ciao!